Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver. On va pouvoir démarrer. Donc, on est très heureuse de vous voir si nombreux et nombreuses aujourd'hui. Je suis Hélène Antier, cofondatrice de Liv. Donc, ravie de vous retrouver pour ce live endométriose et travail quand les RH s'engagent en santé. Donc, pour des échanges à bâton rompu avec ma cofondatrice Chloé Bonnet, ici présente. Coucou Chloé. Et donc, Bonjour. nos super invités, Maude Mollet, responsable développement RH chez Coopérative U. Bonjour Maude. Et Thierry Jouzier, directeur RH, communication et RSE chez Intertech. Bonjour Thierry. Bonjour tout le monde. Voilà, donc des RH inspirants et très engagés avec nous, qui vont pouvoir nous partager leur retour d'expérience, leurs bonnes pratiques aussi, et bien sûr, qu'ils pourront répondre à vos questions dans un second temps. Et donc, si vous êtes là, vous, aujourd'hui avec nous, c'est sans doute que vous travaillez dans les ressources humaines, dans une entreprise engagée sur ces sujets d'égalité professionnelle, de santé, de bien-être des collaborateurs, ou que vous souhaitez porter le sujet au sein de votre organisation, où j'imagine que vous êtes concerné de près ou de loin par ce sujet. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. Voilà, c'est un moment de partage et donc il est fait pour vous. On va pouvoir démarrer tout de suite. D'abord, peut-être un petit mot sur le programme qui vous attend. Une intro brève donc sur la raison d'être de Liv. Ensuite, je vous présenterai un panorama sur la maladie, donc l'endométriose et son impact important au travail. On vous en dira également un peu plus sur comment on agit concrètement, bien au-delà de la sensibilisation avec Liv. Voilà, donc pour apporter une solution concrète. Et bien sûr, on passera aux témoignages et retours d'expérience de nos invités avec Chloé. Donc, on discutera de la jeunesse du dispositif, des obstacles rencontrés et de l'impact créé. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un webinaire interactif et donc on laissera une large place à la discussion et à vos questions. Un petit mot d'introduction sur la raison d'être de Liv. Liv est née d'abord de la douleur, de l'errance avant le diagnostic, mais aussi de l'errance après le diagnostic, qui a été la mienne, mais qui a été bien sûr aussi celle de millions de femmes, dont certaines voilà, vous sont sans doute proches, mais on parle aujourd'hui de plus d'1,5 million de femmes rien qu'en France. Et donc, Liv est aussi née, bien sûr, de rencontres déterminantes de personnes qui, comme vous, ont envie d'agir. Et donc, ensemble, nous œuvrons tous pour changer radicalement la vie de ces millions de femmes atteintes d'endométriose. Et vous allez comprendre au travers de ce webinaire le pourquoi et le comment. Voilà. Et donc, je passe à l'endométriose et à son impact donc au travail, avec quelques mots de présentation bien sûr sur cette maladie que vous connaissez, j'imagine, dans les grandes lignes. Il y a aussi des mythes autour de l'endométriose, même si on la connaît de mieux en mieux. Donc d'abord, ce que l'on peut en dire, c'est que c'est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire qui est caractérisée par de la présence de tissus qu'on dit semblables à de l'endomètre à l'extérieur de la cavité utérine. Et donc, c'est une maladie qui va avoir des symptômes relativement vastes et variés et différents selon les femmes. Pour son diagnostic, c'est relativement difficile et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais en introduction de l'errance avant le diagnostic. Il y a entre 7 et 10 ans d'errance. Et donc, pour vous en dire quelques mots, notamment sur les premiers symptômes, peut-être que vous reconnaîtrez certains de vos proches ou que vous vous reconnaîtrez vous-même. Toutes ces jeunes filles qui, dès les premières règles, sont passées à l'infirmerie, celles qui ont eu une pilule en continu prescrite très très jeune avant même les premiers rapports, celles qui ont pu avoir, vous savez, le Spasfon, la petite pilule rose pour calmer les douleurs pendant les règles. Ou encore une maman ou un papa qui nous a recommandé très tôt de prendre une bouillotte pour soulager ses douleurs. Eh bien, tout ça, voilà, ce sont les premiers signes. Ces passages à l'infirmerie, ces passages plus tard peut-être aux urgences en pensant qu'on a
par exemple une crise d'appendicite. Voilà, c'est des signes qui peuvent, aiguiller notamment et je dirais également, tous ces passages qu'on a pu faire chez différents médecins de différentes spécialités en ne trouvant en fait finalement jamais une réponse, avec des médecins qui peuvent dire à certains moments: «Je ne vois rien, donc il n'y a rien» et donc là on se dit peut-être que l'endométriose est dans ma tête et il faut savoir que l'endométriose n'est absolument pas dans la tête. Donc ces symptômes, on parle de douleurs pelviennes intenses et chroniques pendant ou en dehors des règles et donc c'est pour ça qu'on parle de cette maladie des règles douloureuses, mais c'est une maladie qui va bien au-delà des règles douloureuses. Elles peuvent être, en tout cas quand on a ces règles, des règles douloureuses ou abondantes. Donc là, ça va être des femmes qui vont devoir, avoir multiples protections, hygiéniques. On rencontre des problèmes de fertilité qu'on peut appeler parfois de l'hypofertilité, donc mettre plus longtemps à obtenir, une grossesse avec certaines fois des parcours en PMA notamment, et c'est souvent à ce moment-là qu'on va être diagnostiqué, c'est-à-dire que malheureusement les médecins, parfois sur notre chemin, ne vont pas être à l'écoute des premiers symptômes de douleur et cetera et finalement au moment des problèmes de fertilité, vont plus facilement penser à la maladie, donc à l'endométriose. Certains symptômes sont extrêmement présents, notamment les troubles gastro-intestinaux. Donc là, on parlera de diarrhée, de constipation ou d'alternance des 2, et également un trouble, de l'endobélie, donc un ventre dur et gonflé comme une femme enceinte et donc notamment ces troubles gastro-intestinaux vont être relativement, impactants, notamment au travail puisque évidemment, il n'y aura pas l'intimité toujours nécessaire, pour aller aux toilettes et être bien. Un symptôme qui revient très souvent, c'est celui de la fatigue chronique. Donc, on est plus fatigué que les autres, que ce soit au travail, en famille, le week-end, et cetera. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Des douleurs liées au rapport sexuel, avant, pendant ou après, puisque non, il n'est pas non plus normal d'avoir mal pendant les rapports. Et des difficultés psychologiques qui vont être associées évidemment à tous ces autres symptômes, sans oublier des douleurs lombaires ou dans les membres inférieurs. Donc là, des femmes qui vont avoir du mal à rester assises, à se lever, à se pencher. Et donc, ça peut aussi, bien sûr, causer des problématiques, notamment dans les réunions, par exemple, si elles durent trop longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intensité des symptômes n'est pas corrélée à l'étendue des lésions. Donc, on peut avoir des kystes, des adhérences entre les organes ou des lésions qui vont être très importantes et pourtant des douleurs peu importantes. Donc voilà, ce n'est pas toujours lié. Il y a également des femmes qui sont asymptomatiques et donc qui vont découvrir leur endométriose à un moment, où elles ont une autre consultation pour un autre sujet. Donc voilà pour cette maladie et donc vous avez pu, voir quelques chiffres dont un qui est très important. Il faut savoir que 70 des femmes souffrent de douleurs chroniques qui sont souvent invalidantes et notamment malgré une prise en charge médicale ou chirurgicale. Alors, je suis pas dans le bon sens, voilà. Concernant la prévalence de l'endométriose, donc c'est une maladie, une des maladies chroniques à la prévalence la plus importante chez les femmes, donc on parle de plus d'1 femme sur 10. Ce sont les femmes diagnostiquées à l'hôpital. Il y a une hausse croissante des diagnostics, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Cependant, aujourd'hui, on a toujours donc c'est-à-dire en 2024, malgré plus d'1,5 million femmes atteintes d'endométriose, nous n'avons toujours aucun traitement curatif à cette maladie. Ça amène évidemment d'autres conséquences, notamment et constats, notamment 4 fois plus de risques d'utilisation chronique des opioïdes, donc ces femmes qui cherchent à se soulager, par, des antidouleurs. Et malheureusement, on déplore une pénurie des professionnels de santé formés. Ça, c'est évidemment un problème absolument important puisque les quelques experts ont besoin, eux, de massifier leur savoir et on a aussi, bien sûr, une pénurie, vous le savez, des gynécologues notamment. Un mot quand même important, à connaître, il faut savoir que l'endométriose est entrée dans les, programmes de second cycle de médecine seulement en 2020, donc c'est extrêmement récent. Donc on a plutôt toutes les chances de croiser sur notre chemin des professionnels non formés, malheureusement. Même si on avance et les filières de soins en France, évidemment, voilà, font un travail, remarquable pour, organiser tout ça et avoir une prise en charge, la plus, poussée possible aujourd'hui. Alors, je passe à la suite.
Voilà, partant de ce constat, évidemment, on a, aussi des associations, notamment en France, qui ont énormément et qui œuvrent évidemment pour faire reconnaître cette maladie. Donc on a une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été lancée en janvier 2022 par le gouvernement, donc avec différents, axes, dans cette, stratégie nationale. Évidemment, tout n'a pas été, tout de suite, hyper, avec des mises en pratique et cetera, mais notamment en 2024, avec l'arrivée de Catherine Vautrin, il y a eu je dirais des avancées, en tout cas très importantes, par rapport à la vie professionnelle, ce qui est extrêmement important de prendre ce sujet, à bras-le-corps. Donc notamment avec un kit qui a été envoyé et mis à disposition des DRH, donc pour que les entreprises prennent en compte l'endométriose et son impact, sur la qualité de vie au travail. Hop. Donc là, quelques chiffres, qui nous paraissent extrêmement importants. On aimerait mieux, je dirais, ne pas regarder, ces chiffres et se dire qu'on peut faire reconnaître la maladie sans ça, mais en fait, aujourd'hui, ils sont extrêmement importants pour avancer. Donc cet impact économique de la maladie, puisqu'il y a évidemment une question d'absentéisme, mais aussi de perte de productivité et de présentéisme, puisque ces femmes qui souffrent depuis le plus jeune âge ne peuvent pas passer leur vie en étant absentes, et ne pas être au rendez-vous, de ce qui les attend, de leurs défis, professionnels ou, de l'école notamment. Donc aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 65 des patientes qui ont un impact négatif sur leur vie au travail. Donc ça, c'est une, étude qui a été menée notamment par Endo France. Il y a également, donc ça, c'est des études, qui ont été, déployées sur plusieurs pays. 11 heures de perte de productivité en moyenne par semaine et par femme, ce qui représente 9 500 € de coûts par an par patiente, dont les 2 tiers en perte de productivité. Donc c'est absolument colossal et ça veut dire que concrètement, il y a cet impact. Donc on parle de quoi quand on parle d'impact au travail? On parle de femmes qui vont avoir des douleurs, parfois extrêmement conséquentes, des symptômes qui peuvent être très invalidants, une très grande fatigue, et donc ils vont être impactés sur leur capacité physique et intellectuelle pour travailler. Donc une concentration réduite, un stress qui augmente, je dirais une diminution de la capacité et du temps de travail, donc c'est extrêmement évidemment concret. Et après, je dirais sur la mise en œuvre du travail, concrètement, ça veut dire changer de position, être interrompu fréquemment, notamment, comme je vous disais, pour aller aux toilettes, par exemple, mais aussi avoir des relations compliquées avec ses managers ou ses collègues qui ne vont pas toujours comprendre, d'où, et pourquoi cette attitude, ce comportement, peut-être parfois d'évitement, de certaines situations. Ou je dirais, de manque être un peu moins fun, dans les rendez-vous, pot de départ et cetera. Pourquoi, elle ne reprend pas une petite coupe ou un petit four? Et donc, voilà, donc concrètement, ça veut dire ça. Et il y a bien sûr pour certaines un absentéisme qui peut être répété ou imprévisible également. Donc ça veut dire que ce sont les collègues qui doivent prendre le relais. Heu, je termine sur ce sujet en vous disant que plus d'un tiers des femmes considèrent que la maladie pourrait avoir donc des conséquences sur leur perspective de carrière ou d'évolution professionnelle. Ça veut dire qu'on va aussi, se mettre, des freins soi-même, parce qu'on ne se sent pas, capable de tout assumer, malheureusement. Voilà, alors donc je passe à maintenant, à une autre partie qui est celle de ce que l'on apporte, chez Liv et ce pourquoi nous avons créé cette thérapie digitale. Donc moi, j'étais moi-même entrepreneur avant d'être diagnostiquée, et donc c'est au moment de ce diagnostic, que, j'ai pu m'entourer, de personnes absolument déterminantes, notamment mes associés, mais toute une équipe chez Liv qui est composée d'entrepreneurs, de patientes ou de proches patientes et bien sûr de médecins spécialistes de la maladie. Et donc ensemble, on a créé ce programme digital pluridisciplinaire, donc cette thérapie digitale qui rend accessible toutes les méthodes en santé intégrative pour que les femmes puissent autogérer leurs symptômes. Et je précise, c'est très important, en complément de leur parcours de soins. Donc on ne remplace pas le parcours de soins. Et l'objectif de cette thérapie digitale que l'on a créée, bien au-delà d'apporter bien sûr de l'information fiable, sourcée, rigoureuse, c'est vraiment donc de comprendre la maladie, mieux cibler ses symptômes,
grâce à cette approche pluridisciplinaire, mais surtout de passer à l'action très concrètement. Donc mettre en place de nouvelles habitudes de vie, donc pour améliorer sa qualité de vie, agir sur ses symptômes. Et donc tout ça, c'est à partir de 5 grands piliers chez Liv. La connaissance pour en faire des patientes vraiment éclairées, l'activité physique adaptée, donc là vraiment il s'agit de retrouver de la mobilité et prendre du plaisir à bouger, donc avec des cours, des séances absolument complètes en yoga, pilates, étirements, etc. Un pilier sur la nutrition, notamment l'alimentation anti-inflammatoire, mais pas que, les bases de l'alimentation. La santé mentale et cognitive, donc pour les niveaux de douleur, retrouver des exercices, enfin on retrouve des exercices en sophro, méditation, cohérence cardiaque, et un pilier bien sûr sur la vie affective et intime, puisque c'est un sujet qui reste tabou pour les patientes, mais aussi souvent pour les médecins eux-mêmes. Et donc, voilà, donc ça c'est un petit aperçu des professionnels de santé qui nous accompagnent, dont plusieurs d'entre eux font partie justement de cette stratégie nationale et certains autres font aussi partie des co-auteurs de nos études scientifiques. Un petit mot avant de passer à l'aspect plus concret sur nos études d'impact. Donc ça fait partie des missions de Liv, c'est d'apporter une contribution importante à la recherche. Et donc on a pu aujourd'hui partager, enfin je peux vous partager aujourd'hui cette étude d'impact qui démontre l'impact positif de Liv sur les symptômes et la qualité de vie. On a pu présenter ces résultats intermédiaires au Congrès mondial de l'endométriose en 2023 à Édimbourg et cette année à Bucarest, Genève et Paris. Donc cette étude qui démontre qu'on a un impact positif sur la qualité de vie, le sentiment de connaissance de la maladie, les dysménorrhées, donc les douleurs de règles, l'endobélie, les douleurs neuropathiques, l'anxiété, la dépression et l'indice global des symptômes. Voilà pour ça. Et donc, là, sans transition, j'ai envie de vous dire, voilà, pour vous en dire un peu plus sur ce que l'on souhaite véritablement accomplir. Donc, pour la vision très long terme de Liv, on vise à terme un remboursement par la sécurité sociale de cette thérapie digitale, donc vraiment pour une prise en charge du plus grand nombre de femmes sans discrimination. Donc ça, évidemment, ça nous tient extrêmement à cœur. Et donc, ce sont des chantiers long terme sur lesquels on travaille très fortement. En attendant, on est donc une solution qui est déployée par je dirais dans une phase intermédiaire, pardon. Donc, on s'est entouré d'alliés et de pionniers, donc comme voilà, Maude, Thierry, donc puisque cette solution est déployée aujourd'hui au sein des entreprises, des mutuelles, des assurances santé, des établissements de santé, pour améliorer la qualité de vie de leurs collaboratrices et de leurs adhérentes. Et donc, puisque chaque organisation, évidemment, est unique, chez Liv, on s'adapte, je dirais, à tous les contextes. Et donc, on a plusieurs types de déploiements. Les déploiements qui vont être vraiment plutôt liés à des collaboratrices qui vont être volontaires, donc distribuées via les directions des ressources humaines. Des déploiements via les missions handicap, notamment au travers des RQTH, par la médecine du travail également, et parfois évidemment en inclusion pour les adhérentes. Voilà, j'espère avoir été assez rapide, mais c'est important de vous présenter tout ça. Et donc je passe le relais tout de suite évidemment pour cette table ronde à Chloé avec nos invités. Merci. Donc, on va passer aux applications concrètes et au portage de ce sujet de santé publique qu'est l'endométriose avec Thierry et Maude qui nous font le plaisir de venir raconter leur parcours dans leur entreprise spécifique et dans leur contexte avec cette maladie. Alors, on va commencer par une question assez simple, c'est que on va dire les choses comme elles sont. Nous, on est souvent confrontés chez Liv, en tout cas de temps à autre, à des idées préconçues sur l'endométriose, évidemment, et notamment l'idée selon laquelle l'endométriose serait un problème intime et selon laquelle l'entreprise n'aurait rien à y faire. Donc, ma première question pour vous, pour toi, Maude, c'est en quoi ce sujet de santé publique vous a paru à un moment donné important chez Coopérative U?
Alors, ben, oui, effectivement, vous m'entendez bien? Il n'y a pas de décalage, c'est bon? Ok, parfait. Ben, pour nous, en fait, chez Coopérative U, l'idée, effectivement, c'est de s'intéresser à la santé des collaborateurs en général, donc pas que à l'endométriose, bien sûr. Ça fait partie déjà des valeurs humaines qui sont au sein de l'entreprise et puis des engagements qu'on a pris d'accompagner les collaborateurs qui sont en situation de maladie. Au-delà du légal, l'idée étant bah, d'améliorer, bien sûr, le bien-être au travail, aussi bien physique que moral d'ailleurs, à travers bah, la mise en place de dispositifs adaptés. Heu, Sachant qu'on a constaté aussi, et puis ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, que nos collaborateurs malades ne cherchent pas forcément des solutions pour s'absenter davantage, mais cherchent plutôt des solutions pour arriver à concilier justement le travail et la maladie. Voilà, quand on sait, enfin, c'est bénéfique pour tout le monde puisque, quand on sait que le maintien du lien social augmente largement les chances de guérison, bah, c'est important. Alors, on est engagé sur des sujets, différents sujets de santé, depuis plusieurs années maintenant. On parle du cancer, de l'autisme, du handicap. L'endométriose fait partie justement de ces sujets. On a commencé, ce partenariat, l'année dernière. Pourquoi? Bah, parce que déjà, Coopérative U, c'est une majorité de femmes, dans son effectif. Hem On sait que, on ne connaît pas forcément très bien cette maladie, mais on sait qu'elle peut isoler, qu'elle peut éloigner du travail, et pour nous, bah, c'était important de pouvoir l'aborder dans l'entreprise. Les chiffres sont très importants, plus d'une femme sur 10, donc on s'est, sentis bien sûr concernés, par ce sujet-là. On a une maladie dont on ne guérit pas, donc il nous semblait important de pouvoir lever le tabou, libérer un peu la parole sur ce sujet et parler, voilà, d'un sujet qui peut paraître, intime, mais qui fait quand même partie du quotidien, d'un nombre important de femmes. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé effectivement sur ce sujet plus spécifique de l'endométriose, pardon, au sein de Coopérative U. Merci Maude. Et toi Thierry, chez Intertech, comment vous êtes saisi de ce sujet comme une des briques de votre stratégie RH RSE? Ben, un peu comme Maud et Coopérative U, le sujet de la santé, c'est un sujet général dans une population d'entreprises qui, chez nous aussi, est majoritairement féminine. Le traitement et l'accompagnement de cette maladie nous semblait assez évident et elle nous semblait aussi évident dans son intégration à un plan de diversité, d'équité et d'inclusion un peu plus global qu'on a au sein du groupe. Et en parallèle de ce plan d'entreprise, on a aussi un accord égalité femmes-hommes qui nous semblait totalement en phase avec cette approche. Vous l'avez montré aussi en 2022, le plan de lutte gouvernementale qui a été généré, ça faisait en sorte que voilà, ce sujet de la santé, de l'endométriose, mais aussi du traitement de la douleur, parce qu'effectivement, ça c'est un sujet qui est un peu mis de côté aujourd'hui, comment on traite la douleur et la douleur spécifiquement des femmes dans le cadre d'un environnement professionnel, parce que vous l'avez montré juste avant. On est dans une recherche d'un environnement de travail performant et donc l'accompagnement dans les moments, entre guillemets, de douleur ou de mal-être peuvent et doivent être pris en compte par la direction et par le management. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ces politiques globales dans lesquelles s'est insérée l'endométriose, nous donner quelques exemples de dispositifs? Encore une fois, si on revient à quelques idées auxquelles on peut se heurter, on nous demande souvent pourquoi l'endométriose et pas une autre pathologie. Là où nous, on répond, bah, c'est l'endométriose et les autres pathologies dans une politique globale, bien sûr, de santé et complètement inclusive.
Donc, c'est intéressant de pouvoir voir comment vous avez décliné justement vos plans qui sont bien sûr beaucoup plus larges que l'endométriose et que parfois la santé des femmes. Maud, vous voulez commencer? Ok. Alors, c'est vrai qu'effectivement, l'endométriose, c'est un des aspects de la santé au travail. Euh, Nous, d'une manière plus globale, on a aujourd'hui 3 accords d'entreprise différents qui sont autour euh, des thèmes, on va dire, de l'inclusion, de la diversité, de l'égalité professionnelle. Un premier accord, effectivement, sur l'égalité pro entre les femmes et les hommes, avec un focus notamment sur l'équité dans le déroulement des carrières. On a vu hein, que l'endométriose pouvait être, à un moment donné, euh, un frein, on va dire, sur ce déroulement des carrières. On a également un accord sur le handicap, et ça depuis maintenant plusieurs années, parce qu'on a voulu effectivement aussi sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à cette thématique et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et on a enfin un troisième accord sur la qualité de vie et des conditions de travail, avec des thématiques assez variées qui portent bien sûr sur les conditions de travail, mais sur la santé et la sécurité aussi, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et une thématique sur les fins de carrière qui est moins en lien avec notre sujet. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, le sujet de l'endométriose, en fait, va forcément, quand on s'empare de ce sujet-là, va avoir des impacts sur l'ensemble des engagements qu'on a pris à travers ces accords-là. Et j'apporterai aussi une petite précision qui nous semblait important justement pour porter ces engagements, pour les rendre vraiment concrets dans l'entreprise. On a, euh, on a aussi à cœur de former les équipes RH et on va dire nos référents inclusion et handicap pour qu'ils soient mieux préparés justement à soutenir et accompagner les collaborateurs qui en ont besoin. On cherche un petit peu à se professionnaliser dans cette approche de la maladie parce que c'est des sujets parfois compliqués à aborder en entreprise. Donc voilà, donc on a formé notamment notre équipe RH et nos référents handicap à une certification handi management qui permet justement de changer un peu le regard sur le handicap et surtout d'accompagner l'intégration dans l'entreprise. On a également dernièrement, l'année dernière, formé toute l'équipe RH au premier secours en santé mentale. Pour être secouriste, c'est une formation pardon, qui n'est pas encore très répandue, mais pour autant qui nous a semblé importante pour pouvoir justement savoir mieux repérer les troubles en santé mentale et agir de manière adaptée dans les situations. Donc vraiment, voilà, ça fait partie d'une politique un petit peu plus globale où ces sujets-là sont à la fois signés dans des accords, mais aussi avec on professionnalise les équipes pour pouvoir les déployer sérieusement dans toutes les directions, en fait. Thierry? C'est un peu la même logique hein, qu'on a eue au sein d'Intertech. Alors, nous, on l'a eu à un niveau plus groupe, puisqu'on est un groupe de plus de 40 000 personnes dans le monde et on a une politique et un plan de diversité, d'équité et d'inclusion dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Mosaïque. Et à l'intérieur de ce plan, liberté est laissée au pays de décliner les actions concrètes et pratico-pratiques au plus près des besoins et des typologies de population. Et donc, c'est pour ça que dans ce plan, le traitement de l'endométriose nous a paru assez aligné avec notre typologie de population, dont je vous disais tout à l'heure, majoritairement féminine, majoritairement en termes d'âge aussi adapté. Typiquement, en Grande-Bretagne, le choix a été fait plutôt d'accompagner sur la ménopause. Et tout autour de la santé et de ce plan pour avoir un environnement plus inclusif,
On a travaillé aussi avec d'autres partenaires sur la mise à disposition de protection périodique gratuite pour nos salariés sur nos différents sites et d'autres sujets typiquement sur le handicap, notamment, un peu comme Coopérative U. Et en plus de ce programme Mosaïque qui est centré sur la diversité, l'équité et l'inclusion, on peut voir aussi qu'on a un programme autour de la bienveillance et du care. Un programme qui s'appelle Kindness, qui va sensibiliser nos différents salariés justement pour avoir un environnement un peu plus inclusif et où le filtre de parler ou de ne pas parler d'une situation va pouvoir être dépassé à travers aussi l'accompagnement sur des formations à destination de nos managers, de nos salariés sur les différents biais cognitifs qu'on peut avoir. Voilà, donc on est vraiment sur ce sujet en totale euh, intégration à une logique plus globale. Super, merci beaucoup. On va prendre quelques questions parce qu'on a volontairement proposé d'échanger au cours de la séance. Alors, une question de Stéphane. En entreprise, est-ce que déjà faire respecter l'obligation légale datant de 10 ans d'avoir un DU ERP genré n'est pas déjà un socle à adopter? Premier pas pour intégrer l'endométriose comme étant un élément dans les conditions de travail. Le débat est ouvert, vous avez 30 secondes. Je vois Thierry qui sourit. Est-ce que tu veux? Bah, tout à fait. En fait, il faut d'abord avoir des bases solides, effectivement, en respectant les obligations légales et euh, étant donné le domaine dans lequel on intervient, la certification, l'audit et la qualité, c'est indispensable de respecter voilà, ces obligations. Et une fois qu'on a respecté les obligations légales, c'est comment on vient y ajouter des briques, des éléments de traitement vraiment concrets de ces différents risques. Qui sont remontés dans les documents uniques. Maud, une réaction? Non, mais je partage effectivement le point de vue, bien sûr, que faut déjà avoir un socle solide hein, pour déployer des politiques dans ce sens-là. Donc voilà, nous c'est ce qu'on disait. On va d'abord s'intéresser au légal et qu'est-ce qui est fait déjà, et après d'adapter, de proposer des choses qui soient vraiment peut-être un petit peu plus spécifiques à notre population, à nos collaborateurs. Et effectivement, on en est déjà à ce stade-là, mais c'est vrai qu'on voilà, il faut s'assurer que tout le légal est posé, en amont, oui, bien sûr. Il y avait une question qui vient de redisparaître, la personne l'a mise et l'a enlevée, mais on va quand même, la poser. Maud, tu en as parlé, la question vient de réapparaître. Maud, tu en as parlé sur la question de l'absence, et bien sûr, il y a le sujet, assez brûlant, et très actuel, du congé menstruel. Une question, de Alexandra: «Est-ce que selon vous, le congé menstruel est viable économiquement pour les grandes entreprises?» Question non triviale. Moi, alors, nous, c'est vrai que ce sujet-là, c'est pas encore un sujet qu'on a abordé en tant que tel dans l'entreprise, puisque c'est vrai que on se dit, l'idée, c'est vraiment d'arriver à concilier le quotidien du travail avec voilà, des problématiques de santé. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être davantage imaginer les solutions pour permettre une organisation peut-être un petit peu plus souple, hem, voilà, des possibilités, de télétravail, des choses comme ça avant de penser à un congé menstruel. C'est plus dans cette optique-là qu'on cherche des solutions aujourd'hui, voilà, en tout cas c'est notre vision pour le moment sur ce sujet-là. Aller plus loin que la gestion des absences et permettre, le travail. Ouais, Thierry, c'est exactement, je pense que, et c'est d'ailleurs de ce que je comprends de l'état de l'art, c'est un peu l'approche qui est partagée par beaucoup d'entreprises parce que effectivement, c'est un sujet qui
potentiellement voilà, peut être très impactant en termes d'absentéisme. On cherche à lutter tous contre l'absentéisme, effectivement, pour concilier mieux les différents temps de travail. Et donc, voilà, je pense que sur ce sujet, en tout cas, on n'est, nous, pas en position de tête sur ce sujet. Merci beaucoup. Il y avait une question de Nathalie. Donc ça, c'est pour l'équipe Live. En quoi l'application Live engage-t-elle l'entreprise à prendre des mesures pour améliorer concrètement la QVCT des femmes concernées? Donc nous, chez Live, notre prisme, c'est d'abord la santé individuelle. Donc on crée une thérapie digitale qui est à destination des patientes qu'on déploie à travers ces terrains entreprises pionniers. Dans le cadre de nos déploiements, on va bien sûr travailler sur mesure avec l'organisation à l'intégration du sujet. Donc, il peut y avoir bien sûr, je vois le sujet des toilettes qui est aussi un sujet pas trivial pour la maladie. Et donc, on va, à notre niveau, avoir une influence sur un impact organisationnel. Mais on n'est absolument pas une société de conseil en changement organisationnel lié à l'endométriose. Donc, on va avoir une influence, on va pouvoir ouvrir des échanges, nourrir des groupes de travail, etc. Nous, notre focus, c'est vraiment la thérapie digitale, donc la santé individuelle qui se déploie grâce à cette prise en charge de ces pionniers, j'ai envie de dire, entreprises qui nous déploient aujourd'hui. Et ça permet bien sûr, dans le cadre de ces déploiements, d'aller déjà sensibiliser à ces différents sujets. Là, on parle des toilettes, des réunions à répétition, des modes de travail. Donc, tout ça, ça permet de venir, j'ai envie de dire, secouer le cocotier de manière basique parce que l'entreprise se saisit pleinement du sujet au moment du déploiement ou s'en est saisi ailleurs dans d'autres entreprises. Si je reprends un peu les différentes questions qu'on avait envie de vous poser, et puis on continuera à prendre des questions tout du long. Alors, vous avez tous les deux choisi de déployer Live dans une approche très ouverte, à travers une sensibilisation pour tous et pour toutes, d'abord, et puis avec un accès à toutes les salariés en ayant besoin, pas nécessairement avec un filtre RQTH, ça peut être le cas parfois, mais c'est un choix que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces choix? Maud, peut-être? Ok. Alors, effectivement, quand on a rencontré Liv la première fois, notre idée, c'était vraiment déjà de démarrer ce sujet-là sur de la sensibilisation pour tous les collaborateurs. Le sujet, c'était pas simplement de cibler des collaboratrices qui pouvaient être atteintes d'endométriose, mais vraiment de porter ce sujet-là à travers du coup un webinaire de sensibilisation qui a été organisé bien évidemment avec Hélène, avec Chloé et également avec la participation d'un médecin. On a vu un médecin qui faisait partie de la liste que vous avez mis tout à l'heure, le docteur Delphine Huillery, qui est spécialisé dans la prise en charge des douleurs chroniques liées à l'endométriose. Et ça, pour nous, c'était important de se dire, on va parler de ce sujet-là et ça concerne tout le monde. Alors, bon, je ne vous cacherai pas que, bien évidemment, c'est plutôt une majorité de femmes qui s'est connectée, qui a suivi ce webinaire, mais il y avait quand même des hommes et on était vraiment, voilà, ça a été un premier pas pour aborder ce sujet. Et l'idée, bien sûr, ça a été de mettre ensuite à disposition ce replay pour permettre à tout un chacun de le visionner quand il le souhaitait. Donc, il y a aussi autre chose qui a été important pour nous dans le déploiement de cette solution individuelle, c'est vrai que c'était le fait que ça puisse être complètement anonyme, puisque nous, aujourd'hui, nous n'avons pas la visibilité sur qui de nos collaboratrices ont souhaité suivre cette thérapie digitale.
Donc voilà, ça faisait partie effectivement des règles que nous avons appréciées, qui ont été posées tout de suite par Liv. Donc le seul prérequis qu'on a dit, c'est effectivement, on a ouvert cette possibilité aux collaboratrices de Coopérative U. Mais c'était le seul prérequis, pas de RQTH. Pour autant, ça nous a permis aussi finalement de rappeler que cette maladie pouvait donner lieu à une reconnaissance, une RQTH. Et ça, pour nous, c'était important de pouvoir faire ce lien-là, justement, un petit peu aussi lever les étiquettes là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a également, et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un accord sur le handicap qui donne effectivement des dispositifs qui permet en fait d'avoir accès à des dispositifs en lien avec le handicap. Donc, c'est pour ça que ça nous semblait aussi important de savoir s'il y avait des collaboratrices qui souhaitaient entamer cette démarche-là, à savoir qu'on a aussi un accompagnement individuel qui permet justement de faciliter la constitution du dossier, parce que c'est un dossier qui est extrêmement compliqué quand même comment dire, à constituer. Et donc là, on a vraiment un consultant spécialisé là-dedans qui peut accompagner les collaboratrices qui le souhaitent pour aller vers cette RQTH. Voilà ce qu'on a fait chez nous. Merci. Thierry, de votre côté? Alors, on a fait pas mal de choses similaires et donc pour venir ajouter des éléments là sur cette question, alors, le côté RQTH, effectivement, c'est un process qui est un peu compliqué, qui est un peu stigmatisant, perçu comme stigmatisant par certains. Et donc, on a voulu vraiment avoir une approche vis-à-vis de Liv, un dispositif qui soit simple, pas usine à gaz, pas de conditions. Je pense que déjà de subir l'endométriose au quotidien, c'est une condition nécessaire et suffisante pour pouvoir accéder à Liv. Pas besoin d'avoir d'autres éléments qui viennent le prouver. Et donc, on a voulu vraiment que ce soit un sujet qui a été porté donc, via un webinaire, via une communication régulière pour faire connaître le sujet et l'application, et qui puisse être disponible pour certes nos salariés féminines, mais aussi les compagnes, les enfants, les filles de nos salariés masculins. Ça, c'est vraiment l'angle qu'on a voulu prendre pour continuer dans notre environnement inclusif, c'est de se dire, ce n'est pas qu'un sujet féminin. C'est un sujet qui doit être porté et connu par tout le monde. Tout à l'heure, je parlais du plan mosaïque qu'on a au sein d'Intertech. Il y a une autre brique qu'on va y rattacher qui va être le sujet des aidants et tout ce qui va être autour voilà, de cette charge mentale sur les aidants. On veut vraiment être en capacité voilà, de porter les sujets auprès de tous nos salariés et non pas uniquement les salariés visés par telle ou telle problématique. Tu es en mute, je pense. J'étais en train de m'emballer seule dans ma bulle. On va parler un peu de portage interne, Maud l'a dit, hein, c'est un sujet qui n'est pas toujours neutre à porter. Comment un peu vous avez porté ce sujet-là, à la fois individuellement et collectivement? Et puis, peut-être vos recommandations de bonnes pratiques pour des personnes qui aimeraient se lancer et porter ce sujet au sein de leur organisation. Ouais, Thierry? si je continue, en fait, vous avez partagé pas mal de données sur les impacts en termes de baisse de productivité et ainsi de suite. En fait, le premier élément, ça a été de convaincre aussi nos managers, nos opérationnels, nos leaders sur les business lines et de voir que on peut ne pas traiter le sujet, mais ça a un impact. Et donc, voilà, je pense qu'il faut parler avec leurs mots, euh, d'arriver sur une solution qui n'est pas un gadget. C'est-à-dire que moi, c'était important d'avoir une solution qui soit, entre guillemets, validée scientifiquement, qui avait une vraie caution médicale.
euh, qui puisse répondre à un vrai besoin, une vraie problématique. Donc, on a questionné aussi les salariés sur les différentes solutions d'accompagnement qu'ils avaient, dont ils pouvaient avoir besoin sur les différents sujets, hein, pas que la santé de la femme. Euh, et après, une fois qu'on l'a mis en place, il faut le mettre en place. Enfin, c'est assez complexe, mais après, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre pour que, il puisse être à disposition des salariés. Comme disait Maud tout à l'heure, bien évidemment, anonymement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis après, on a essayé de le porter aussi un peu au-delà d'Intertech. Nous, on l'a mis en place avec le concours de notre partenaire de santé. Et on l'a mis en place à travers un fonds de prévention qu'on avait avec eux. En leur parlant de Live, en fait, ils ont déployé la solution Live dans le cadre de leur accompagnement auprès de leurs divers clients. Donc c'est voilà, un peu, pas évangéliser sur le sujet, mais en tout cas être capable voilà, de le faire connaître au-delà. Beaucoup de communication ensuite sur les différents sujets avec les différents canaux, que ce soit l'intranet, les webinaires, les replays, de l'intégrer à notre programme d'onboarding, quand on rentre dans la société, et vraiment contextualiser et expliquer voilà, pourquoi c'est mis en place et pourquoi on le fait à destination finalement de toutes nos populations. Je voyais des questions sur euh, les personnels de bureau, mais aussi les personnels de terrain, et de faire en sorte que chacun puisse voilà, en bénéficier. Merci Thierry. Maud, de ton côté? Oui, alors pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Thierry, c'est vrai que comment on porte le sujet en interne, alors voilà, j'ai envie de dire que quel que soit le sujet de santé, quelle que soit la maladie dont il est question, nous on se dit, voilà, il y a vraiment on va dire trois actions euh, importantes et essentielles qui sont la communication, bien sûr, la sensibilisation, de quoi on parle. euh, et apprendre, parce qu'on apprend beaucoup en fait en déployant des dispositifs autour de la santé et du handicap. Donc, pour nous, c'est important, par exemple, pour compléter un petit peu le propos de Thierry, de se dire il faut qu'on puisse s'associer justement à des organisations, des associations qui, elles, sont spécialisées sur ces sujets-là et qui les portent dans les entreprises. Hein. On vous remercie d'ailleurs parce que je pense que c'est des sujets qui sont compliqués et seuls, on ne pourrait pas les porter en entreprise parce qu'il faut poser les bons mots, il faut expliquer de la bonne manière, il faut bien les connaître en fait ces sujets-là. Donc voilà, ça c'est une de nos recommandations. Euh, et donc voilà, on travaille à côté d'organisations, d'associations qui sont spécialisées sur les sujets qu'on souhaite porter. Et de la même manière, c'est un petit peu ce qui nous a guidés pour mettre en place une communauté diversité et inclusion avec des collaborateurs, des collaborateurs métiers dans chaque direction qui sont là aussi, dont le rôle, c'est d'accueillir, d'accompagner les collaborateurs, d'avoir une première étape de parole peut-être un peu simplifiée pour pouvoir évoquer des sujets sans être tout de suite sur peut-être voilà, un manager, en tout cas d'arriver à trouver le bon angle pour pouvoir parler de ça. On cherche enfin, à être assez juste dans notre accompagnement et à mettre en place pas des dispositifs, bien sûr, gadgets, mais vraiment des dispositifs dont on sait qu'il peut y avoir un besoin et un accueil favorable au sein de l'entreprise. Donc voilà, pour étayer un peu être complémentaire à Thierry par rapport à son approche que je rejoins bien sûr dans ce qu'il a dit. J'avais dit à Thierry et Maud à la préparation que j'aurais aimé des débats très clivants, mais finalement on est sur des approches similaires et on s'est dit qu'on était d'accord pour aussi être d'accord de temps en temps en voulant tous faire avancer ces démarches dans le bon sens.
Peut-être une question plutôt sur les objections ou les obstacles éventuels que vous avez pu rencontrer sur le chemin, parce que évidemment, c'est pas des sujets toujours faciles dans une organisation. Donc, peut-être Maud, si tu veux commencer, qu'est-ce qui a pu être un frein ou des leviers que tu as pu actionner pour justement faire face à des objections ou des obstacles sur la voie du déploiement de ce sujet? Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est surprenant ou pas, mais enfin, on n'a pas eu de difficulté à aborder ce sujet-là au sein de Coopérative U. Je pense que la difficulté, c'est plus la difficulté qui est liée à la maladie. C'est toutes ces difficultés, effectivement, où on va entendre, écouter les collaborateurs, et puis il va falloir trouver finalement la solution qui est adaptée. C'est ça qui est difficile. Après, voilà, c'est vrai que, quand on a porté le sujet de l'endométriose, au sein de la coopérative, hem, c'est un sujet heu, qui peut paraître, ce qu'on a dit au tout début, intime. Donc, bon, voilà, c'est une fois qu'on a abordé ce sujet-là dans l'entreprise, j'ai envie de dire, ben, il y a beaucoup de sujets, finalement, ça ouvre des portes sur aborder plein d'autres sujets aussi. Donc voilà, néanmoins, ce sont des sujets, qui sont, des sujets sérieux qui sont graves. Donc, il faut aussi qu'on trouve le bon positionnement, ne pas être trop intrusif, ne pas être impudique. Donc voilà, la raison pour laquelle l'anonymat est essentiel, ben oui, voilà, parce que c'est pas non plus, on n'est pas des médecins, on n'est pas là pour recueillir, des propos. On est là pour trouver, le bon moyen, pour arriver à concilier, ces difficultés. Donc, l'idée aussi et ça c'était, ça peut paraître comme une difficulté, nous ça l'est pas forcément, mais quand même, le fait qu'on ne soit pas en attente de bénéfices directs sur le programme. C'est-à-dire qu'on a des collaboratrices qui vont suivre par exemple, cette thérapie digitale. Pour autant, nous n'avons pas de retour direct sur est-ce que, ça s'est bien passé? Est-ce que ça a apporté ses fruits auprès des collaboratrices qui l'ont suivi, c'est pas la recherche première. En tout cas, il faut pas faire, il faut pas mettre en place des dispositifs pour avoir tout de suite des retombées et les mesurer. Ce qu'on va en revanche, toucher du doigt, c'est peut-être plus à travers, nos différentes communications, à travers l'écoute que l'on a, des collaborateurs quand on parle de ça, à travers, justement, les likes qu'on peut avoir sur des posts sur ces sujets, sur le nombre de vues. Donc voilà, on peut voir qu'effectivement, c'est des sujets qui intéressent parce que les gens, quand ils voient ce sujet-là, bah, ils vont cliquer dessus, nos collaborateurs vont cliquer dessus et vont s'intéresser au sujet. Donc voilà, pour nous, comment ça s'est passé. Merci Maud. Thierry, sur la démarche, on en a aussi un peu parlé. Ouais. La démarche dans une organisation, c'est comment on fait, entre guillemets, monter sur la première marche du podium un sujet en termes de priorité. C'est-à-dire que forcément, il y a la concurrence des sujets, il y a la concurrence des problématiques et il faut arriver à trouver une problématique. Alors, qui emporte quand même une adhésion dans le traitement de cette problématique, parce que si c'est pour générer une satisfaction pour deux personnes dans une organisation euh, de quasiment 600 en France, ça n'a aucun intérêt. Clairement, il faut dégager du temps pour voilà, gérer le sujet. Et le temps dans une organisation, c'est aussi une problématique pour faire vivre le sujet, pour mettre en place le sujet. Euh, il faut arriver à toucher aussi les personnes. Et donc là, on est au-delà de l'endométriose, mais on est sur n'importe quel sujet qu'on met en place dans une organisation aujourd'hui. On a une politique de télétravail qui est assez développée. Le côté réunion ou town hall qu'on pourrait mettre en place pour parler d'un sujet, c'est compliqué. Donc, faut identifier les différents canaux de communication qui vont être capables de toucher nos salariés. Et puis, donner du sens à cette démarche qui n'apparaissent pas, on le répète, mais comme un gadget, et de l'intégrer
à notre plan de diversité, d'équité et d'inclusion, de répéter, de rappeler les bénéfices, entre guillemets, les avantages sociaux existants, parce que moi, je considère que cette application peut faire partie des bénéfices qu'on met en place et inciter vraiment à, comment dire, euh, être conscient de ce qui existe dans une organisation et de laisser la place à la liberté de parole, de liberté de questionnement des salariés vis-à-vis de la direction, vis-à-vis des ressources humaines. Merci. Alors peut-être une question pour la fin de cette session qui passe très très vite. Quel est un peu l'impact? Donc on a parlé de la capéisation, non capéisation du projet, on peut y revenir, mais de la démarche à ce stade pour vous. Et peut-être comment, ce qui nous intéresse beaucoup chez Liv, c'est aussi comment ce cas d'usage a peut-être ouvert ou tracté, ouvert la voie à d'autres sujets, parce que c'est aussi ça d'aller prendre des sujets qui sont considérés comme tabous. Donc peut-être, Maud, de votre côté, chez Coopérative U, impact et puis tractage d'autres sujets. Alors, je ne dirais pas que c'est l'endométriose qui a permis de généraliser le sujet, hein, puisqu'on on porte ces sujets-là depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que le sujet de l'endométriose a été voilà, une ouverture sur un sujet plus spécifique. Si on avait on va dire une approche un petit peu plus générale à travers notamment le handicap et la qualité de vie au sens large, c'est vrai que là, on a commencé finalement à aller sur des dispositifs plus ciblés, avec ce début de maladie chronique aussi. Voilà, et c'est vrai que chez nous, ça a pu finalement faire germer sur l'idée de comment on peut aller sur la maladie chronique non genrée au sein de l'entreprise. On a dernièrement aussi passé un partenariat justement avec Cancer at Work qui nous aide à approcher justement, à avoir une démarche, un plan d'action, notamment de sensibilisation et de formation autour de la maladie, aussi bien côté manager, côté collaborateur, pour pouvoir être plus à l'aise avec ces sujets, avoir moins de maladresse aussi pour en parler, parce que voilà, quand on en parle, on peut davantage arriver à trouver des solutions que quand on n'arrive pas à en discuter. Donc je dirais que c'est un petit peu voilà, ça a ouvert plus largement le sujet sur les maladies chroniques. Et puis après, nous, on a aussi un sujet, une attention toute particulière qu'on commence à déployer au sein de l'entreprise sur l'autisme. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un sujet voilà, qu'on souhaitait porter, qui est porté d'ailleurs au niveau du groupement. Et donc, on vient de signer un partenariat pareil avec Otypique, qui est une entreprise qui nous accompagne dans le recrutement de personnes autistes et neuroatypiques. Donc voilà, ça c'est une démarche qu'on vient d'ouvrir et qui nous tient à cœur dans l'entreprise. Voilà, ça fait partie des nouveaux sujets. Merci. Thierry, de votre côté, la généralisation du sujet et peut-être Et c'est en fait quand ce sujet-là, il est venu on va dire plutôt de la direction. Et ça a permis une chose assez intéressante, c'est que ça a montré que l'organisation était attachée à certains sujets. Et donc, ça a permis de développer le dialogue social et la relation avec les élus qui sont venus du coup proposer d'autres sujets. Je parlais des aidants tout à l'heure. C'est grâce, entre guillemets, à Liv qu'on a pu mettre en place tout ce travail sur les aidants. Donc, c'est venu vraiment rendre réel cet environnement inclusif où on pouvait proposer des choses et ça permet voilà,
de faire en sorte que certains cas individuels, même s'ils sont strictement enfin, portés individuellement, une fois qu'ils sont échangés, on peut se rendre compte que ça touche beaucoup plus de personnes au sein de l'organisation, alors qu'avant, il pouvait y avoir potentiellement dans certaines organisations la capacité à se dire, bon, bah, c'est un sujet individuel, je le garde pour moi. Et pour reboucler sur ce qu'on se disait au début, c'est un sujet intime, mais pour autant, c'est quand même partagé malheureusement par beaucoup de femmes et d'hommes dans leur foyer. On est bien entendu en retard, ça fait partie de... Voilà, 2 minutes, ça va. Est-ce que peut-être vous avez envie de dire un petit mot pour conclure cet échange de votre choix? Non, alors moi je vais juste, et désolé Maud, je vais juste terminer voilà, en prenant la parole parce que c'est au-delà de mon rôle dans l'environnement professionnel, moi c'est un sujet qui m'intéresse et qui me touche aussi personnellement. Et donc voilà, je pense que c'est aussi à nous les hommes de venir s'adosser et porter le sujet dans la sphère personnelle, dans l'environnement professionnel aussi, et comme de vastes sujets qui touchent une partie de la population, majoritaire ou minoritaire, il faut voilà, les défendre et les porter collectivement. Merci Thierry. Maud, un petit mot pour conclure? Allez, juste pour conclure, parce qu'on est en retard, moi je dirais que la santé des collaborateurs, c'est important parce qu'en plus, nous, on est dans une entreprise avec un taux de fidélité important, avec une moyenne d'âge qui avance. Donc, c'est vrai que les sujets de santé, on en a peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. Et finalement, s'occuper du bien-être, c'est faire en sorte de bien travailler ensemble, tous ensemble, de manière efficace, coordonnée, et en y mettant de la bienveillance parce que c'est vraiment des sujets qu'il faut aborder avec bienveillance si on veut trouver des solutions. Voilà. Merci beaucoup à tous les 2 pour vos témoignages, pour votre partage aussi, et avant tout. Merci à toutes et à tous, les participants, venus, nombreux et nombreuses, pour vous écouter et bien sûr, c'est pas un échange et une conversation qui se finit, à 13h34 le mardi 15 octobre, mais qui continue, dans nos organisations, respectives. Si vous avez des questions, des volontés d'échange par la suite, n'hésitez pas bien sûr, à nous contacter. On est toujours, disponible pour un café, visio, et discuter de ces sujets, qui nous tiennent à cœur et donc encore une fois, merci, Thierry et Maud pour ce que vous faites, pour, l'avancée, de la maladie, dans le monde, du travail. Merci à toutes et à tous et puis on va se souhaiter un excellent après-midi et peut-être appétit pour ceux et celles qui n'ont pas mangé. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.